Dans une école des États-Unis, des collègues de travail de Suzanne, une femme de 29 ans, ont trouvé étrange qu'elle ne se soit pas présentée pour donner cours à ses élèves du primaire. Comme la nuit précédente, la région où elle habitait avait subi une forte tempête et en plus, elle était enceinte de 8 mois. L'inquiétude des collègues était tout à fait compréhensible et ce sentiment, malheureusement, s'est transformé en désespoir. Quand elle, son mari et leur bébé ont été retrouvés sans vie dans leur propre maison, cependant, leur décès n'avait rien à voir avec la tempête. Un criminel était responsable de tout cela. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'affaire du terrible massacre de la famille McIvor. Susan Mitchell McIvor est née le 24 juillet 1962 en Pennsylvanie. En 1986, à l'âge de 24 ans, elle avait déménagé en Floride pour terminer ses études de pédagogie et obtenir son diplôme d'enseignante. Mais c'est lors d'une soirée entre amis, dans une discothèque, que Susan a rencontré celui qui allait devenir son futur mari. Michael John McIvor est né le 15 avril 1962 dans l'Ohio. Depuis son enfance, Michael était passionné d'aviation, car son père était mécanicien d'aéronef et sa mère hôtesse de l'air. À 18 ans, il réparait déjà seul des avions de petite taille et pilotait de petits appareils, accompagné de son père. À l'âge adulte, il travaillait comme courtier en avions privés, négociant des ventes, des locations, et il était aussi pilote privé. Et c'est en 1981-1986, alors qu'il avait 25 ans, qu'il a vu pour la première fois Susan dans cette boîte de nuit. Et comme beaucoup le disent, tous deux montraient en fait que cette rencontre avait été un coup de foudre. Rapidement, ils ont commencé à sortir ensemble et, en 1989, le couple a emménagé dans une maison dans une résidence assez particulière. Une zone résidentielle destinée aux passionnés d'aviation et de navigation. Puisque l'endroit disposait d'une petite piste d'atterrissage pour des mini-avions, ainsi que d'un espace latéral donnant accès à un quai pour bateaux privés. Et le choix de cette maison dans ce lotissement était dû au fait que, outre sa passion pour l'aviation, Michael possédait son propre monomoteur. Ils se sont mariés le 12 mai 1990 dans le jardin de leur propre maison. Et pour compléter le bonheur du couple, en janvier de l'année suivante, Susan a découvert qu'elle était enceinte. Au fil des mois, ils ont appris qu'ils allèrent avoir un garçon qui s'appellerait Kyle. Le couple était tellement heureux de l'arrivée de leur fils qu'ils ont décidé eux-mêmes d'aménager toute la chambre du garçon. Ils ont mis la main à la pâte, assemblant les meubles et peignant les murs. Ils voulaient que cette pièce reflète à 100% l'affection et l'amour de deux parents impatients de l'accueillir. Cependant, tous ces rêves d'un avenir heureux en famille ont été complètement détruits à l'aube du 22 août 1991. Seulement quelques semaines avant la naissance de Kyle. Le matin du 22, les collègues de travail de Suzanne ont trouvé étrange qu'elle ne soit pas venue à l'école pour donner ses cours. Comme la nuit précédente, la région a été frappée par une forte tempête. L'inquiétude des collègues était tout à fait compréhensible. Comme personne ne répondait au téléphone de la maison, la direction a appelé le numéro de contact d'urgence, qui était celui de sa belle-sœur Sharon, la seule personne de la famille qui vivait en ville. Elle, de son côté, a dit qu'elle n'avait pas de nouvelles ni d'elle ni de son frère, mais qu'elle allait essayer de les contacter. Et ici, deux choses se sont produites. Oh! C'est que Sharon a appelé de façon insistante la maison du couple et a remarqué quelque chose de très étrange. Personne ne répondait aux appels, encore moins le répondeur, rappelant qu'à cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et à cause de cela, elle a contacté le 911 pour demander une vérification de bien-être. Et l'école, après avoir raccroché avec Sharon, a envoyé 2 employés à l'adresse pour qu'ils puissent eux-mêmes vérifier si tout allait bien. Ces 2 hommes ont frappé à la porte, mais personne n'a répondu, ils ont fait le tour de la maison. Et par la fenêtre latérale, ils ont seulement vu les pièces de Michael qui étaient allongées sur le sol du salon. Immédiatement, ils ont appelé un voisin et tous les 3, ensemble, ont décidé de forcer la porte de la maison.
En arrivant dans la pièce, tous ont été confrontés à une scène horrible. Michael, sans vie, allongé sur une énorme flaque de sang. En voyant cela, les 3 sont sortis de la maison, sont allés chez ce voisin et ont appelé la police. Au total, 3 voitures de police sont arrivées, 2 à la suite de l'appel du voisin, puis une autre, en raison de la demande de vérification du bien-être. Le corps de Michael se trouvait dans le salon, allongé sur le dos, présentant des signes de passage à tabac et de coups de couteau. Il avait 2 boules de chaussettes sur les yeux, et aussi bien les yeux que la bouche étaient enveloppés de rubans adhésifs très serrés, ne laissant qu'un espace pour qu'il puisse respirer. Par le nez. À l'arrière du crâne, il y avait une enflure, comme s'il avait reçu un coup, et au niveau de la gorge, une empreinte comme si quelqu'un lui avait marché dessus. Sur le sol de la chambre principale, il y avait le corps de Suzanne, nue mais posée sur les draps du lit. Sa tête, comme celle de Michel, était aussi recouverte de rubans adhésifs, mais contrairement à lui, elle était complètement attachée, avec des ceintures et des cravates aux poignets et aux chevilles. Des ustensiles appartenant au couple lui-même, puisque le tiroir où ces objets étaient rangés était ouvert. Mais d'après les marques sur le lit, il semblait vraiment qu'elle avait été traînée par terre pendant qu'elle dormait. Rappelons qu'elle était enceinte de 8 mois et malheureusement son fils, Kyle, était également déjà décédé. En plus de tout cela, elle présentait de graves signes de passage à tabac, d'abus sexuels et de coups de couteau sur tout le corps, sauf sur le ventre. Parmi les objets étranges trouvés dans la maison, il y avait dans le salon une barre de métal d'environ 90 cm de long qui a été saisie pour des analyses, car elle pourrait être une arme du crime. Et les policiers ont également remarqué que, dans la chambre du couple, il y avait un carnet d'adresses dont les pages des lettres G, H et I avaient été arrachées. Dans le logement, il n'y avait aucun signe de lutte ou d'effraction, à l'exception de la porte d'entrée qui avait été endommagée par les employés de l'école et un voisin, quelques minutes auparavant. Rien n'a non plus été volé, comme des bijoux, du matériel électronique, des portefeuilles ou de l'argent. À l'extérieur, il y avait une échelle appuyée contre la véranda, les fils téléphoniques avaient été coupés, c'était la raison pour laquelle le répondeur de la maison ne fonctionnait pas. Après avoir envoyé les corps pour l'autopsie et isolé la maison pour une expertise plus approfondie, avec enregistrement de photos et collecte de plus de preuves, un long processus d'enquête a commencé. Começou. Lors des examens de la nécropsie, il a été identifié que, malgré la cruauté, les liens, les passages à tabac et les coups de couteau, tous 2 sont décédés par asphyxie. Par la suite, il a également été confirmé que, sur cette barre de fer, la possible arme du crime, il n'y avait aucune empreinte digitale. Ayant affaire à une affaire de triple homicide complètement brutale, la police voulait résoudre rapidement l'affaire, mais les jours passaient et il ne trouvait pas de nouveaux indices qui pourraient désigner le suspect. Il n'avait qu'une seule preuve extrêmement précieuse, du sperme sur les cuisses et les parties intimes de Suzanne. Mais à qui appartenait-il ? Quelques semaines plus tard, la police a reçu un appel qui semblait être une piste importante. Michael n'était pas le premier mari de Suzanne. Elle avait déjà été mariée pendant une courte période à un homme nommé Jim Billings. Tous 2 avaient l'habitude de consulter le même dentiste, même après leur séparation. Jean a continué à consulter le même professionnel et c'est le dentiste qui a passé l'appel. Selon lui, Jean a montré son mécontentement lorsqu'il a appris que Suzanne allait se marier et récemment il s'était montré bouleversé en apprenant qu'elle était enceinte. Avec ces informations, la police est allée voir l'ex-mari et l'a interrogé. Jean, de son côté, a affirmé qu'il se trouvait à Miami, à plus de 2 heures du lieu. Son alibi a été vérifié, ses amis ont tout confirmé, mais de toute façon, ils lui ont fait passer un test ADN. Et comme il s'est avéré incompatible avec le sperme retrouvé, il a été écarté comme suspect. Tout comme lui, d'autres suspects ont été interrogés. Des employés qui rénovaient tout l'arrière de la maison de la famille, l'un des clients de Michael, qui réclamaient avec insistance le paiement d'une dette. Mais au final, ils ont tous fourni des échantillons d'ADN et, comme les résultats se révélaient incompatibles, ils étaient rapidement écartés.
L'un des frères de Michael a même commenté plus tard qu'il était peut-être impliqué dans certaines activités suspectes liées à la drogue. Comme beaucoup le savent, les avions sont l'un des moyens de transport les plus utilisés pour le trafic. Et comme transporter de la drogue dans des valises à travers les aéroports est très risqué, dans certaines régions, des groupes organisent des vols privés, évitant ainsi de s'arrêter dans les aéroports conventionnels. Le doute du frère venait d'une méfiance concernant une négociation qu'il disait mener pour l'achat d'un nouvel avion qui serait acquis pour la revente. Sauf que selon lui, l'aéronef se trouvait au Belize, en Amérique centrale, dans une zone très connue pour le trafic. Et une semaine avant le crime, Michael a fait un vol là-bas. Le frère avait seulement des soupçons, il ne voulait pas y croire, mais il n'a pas voulu non plus cacher cette information à la police, et c'est pourquoi il a signalé le fait. Les policiers ont pensé que, si cela était vrai, une négociation avait peut-être mal tourné, et qu'il avait été exécuté en conséquence. Mais après avoir vérifié les faits, ils ont découvert que cette négociation existait bel et bien. Autrement dit, d'après ce témoignage, Michael n'était en aucun cas impliqué dans le trafic de drogue. Chaque fois que de nouvelles pistes et de nouveaux suspects apparaissaient et que tout était écarté, les doutes ne faisaient qu'augmenter. Jusqu'à ce que, 2 ans plus tard, en 1993, une nouvelle équipe a repris l'affaire et une analyste en profil criminel a été chargée de donner son avis. Selon Dale Hanman, la nuit choisie pour le crime pourrait avoir été à cause de la tempête. Avec le bruit de la pluie et du vent, les cris de détresse du couple auraient facilement été étouffés. Les pages arrachées de l'annuaire téléphonique pourraient indiquer que le suspect était une connaissance du couple. Surtout si le nom de famille commençait par les lettres G, H ou I et un nom de famille. Parce qu'aux États-Unis, ils organisent que les noms des personnes par la lettre initiale du nom de famille. Le fil du téléphone coupé à l'extérieur de la maison soulevait de forts soupçons que la personne savait très bien ce qu'elle faisait, et que ce crime n'était peut-être pas le premier. En raison de la cruauté exercée sur le couple, le choix de la famille McIvor n'était peut-être pas un hasard. Ils étaient surveillés depuis longtemps, car le criminel savait quand et comment agir. La cible, en réalité, pourrait être Suzanne, et l'obsession du criminel pourrait être si absurde qu'il serait nécessaire de prendre la vie de Michael pour atteindre son objectif. Alors, avec tout cela, elle croyait que le suspect était un possible tueur en série, et que, très probablement, s'il n'était pas connu du couple, il était au minimum un habitant de la région. Avec ces nouvelles possibilités exposées à la famille et aux amis, Sharon, la sœur de Michel, a informé cette fois. Quelque chose qu'à l'époque du crime, elle n'a pas pensé être pertinent. Mais maintenant, avec ce profil du criminel, peut-être que ce qu'elle avait à dire pourrait avoir du sens. Pratiquement tous les jours, avant d'aller au travail, Suzanne s'arrêtait à la station-service pour acheter du café. Et, à cet endroit, un employé de Select la draguait, même si elle était enceinte. Comme je l'ai dit, elle n'a pas trouvé cela pertinent parce que, malheureusement, les femmes sont harcelées tout le temps dans la rue, peu importe les vêtements, l'endroit, et elle ne pensait pas que les avances d'un inconnu pouvaient venir de quelqu'un qui serait responsable de cela. Suzanne avait également commenté que, la dernière fois qu'il y avait eu ce harcèlement, elle avait dit au garçon d'arrêter de faire ça. Ou, la prochaine fois, elle irait accompagnée de son mari. Elle avait dit à sa belle-sœur qu'en réalité, c'était juste une menace, qu'elle ne prévoyait pas d'aller plus loin. Parce que ce qu'elle allait vraiment faire, c'était simplement acheter son café ailleurs, et c'est ce qu'elle a fait. Suzanne n'a plus jamais mis les pieds à la station-service. En se rendant sur place, les policiers ont demandé les registres des employés qui étaient actifs en 1991 et ils ont vérifié le casier judiciaire. Parmi eux, alors que pratiquement tous avaient un casier vierge, un seul ne l'avait pas. Thomas Overton. Thomas Mitchell Overton est né le 5 novembre 1955 et avait 37 ans. Lorsqu'il a été identifié en 1990, Thomas a eu une brève apparition dans les dossiers de la police, car il était l'un des suspects dans la mort d'une jeune femme de 20 ans appelée Rachel Sorrett.
Rachel avait l'habitude d'aller au cinéma local avec ses amis, mais elle a commencé à se sentir mal à l'aise à cause d'un nouvel employé de l'établissement, Thomas. Chaque fois qu'elle allait dans ce cinéma, il la regardait d'une manière étrange et cherchait toujours quelque chose à faire près d'elle. Parfois, elle se sentait harcelée, même s'il ne lui avait jamais adressé un seul mot. Le 29 avril, Rachel est encore allée au cinéma, mais ce jour-là, elle n'est pas rentrée chez elle. Elle a été retrouvée morte en forêt 2 semaines plus tard. Malheureusement, la police n'a pas réussi à identifier le responsable. Avec des preuves irréfutables, il n'averne que Thomas comme suspect en raison des confidences de la victime à ses amis. Pour cette raison, il a été relâché. C'était beaucoup de coïncidences pour 2 femmes s'étant plaintes du harcèlement du même homme. Ces femmes-là étaient passées par son lieu de travail et ont été retrouvées sans vie. En plus de ressembler à un schéma, cela semblait aussi correspondre au profil d'obsession du criminel dressé par la spécialiste. Alors, en avril 1993, Thomas a été convoqué pour un interrogatoire afin d'être questionné sur les morts de la famille McIvor. Et comme la police n'avait aucune preuve contre lui, évidemment, il a tout nié. Thomas a également refusé de fournir des échantillons d'ADN. Et à cause de cela, il est une fois de plus sorti du commissariat par la porte d'entrée. Et la police n'avait pas grand-chose à faire. Il n'avait que 2 options. Obtenir des preuves circonstancielles pour émettre un mandat de prélèvement d'ADN ou attendre qu'il commette un nouveau crime et qu'il soit arrêté. Ce qui, malheureusement, est exactement ce qui s'est passé 3 ans plus tard, en 1996. 1996. En octobre de cette année-là, un appel anonyme à la police a informé que Thomas prévoyait de cambrioler une maison. Cette personne a donné toutes les informations sur l'emplacement. Ils sont arrivés là-bas à l'aube, sont restés à distance, ont observé la propriété et Thomas est apparu. La police ne pouvait rien faire tant qu'il n'adoptait pas un comportement suspect. Et cette action a eu lieu avant qu'il ne pénètre dans la propriété. Quand sur le côté de la maison, il a coupé les fils téléphoniques. Thomas a été arrêté lors d'une opération de prévention du crime. En plus de l'imminente effraction, Thomas était en possession illégale d'une arme à feu. Et comme ces crimes ne nécessitèrent pas de prélèvement d'échantillons d'ADN, la police, une fois de plus, s'est retrouvée dans l'impossibilité de demander le prélèvement. Personne ne s'attendait à ce que Thomas fournisse autant d'échantillons de lui-même, sans qu'on le lui demande. Au commissariat, Thomas a pris un stylo et s'est entaillé le cou lui-même. Mais il n'a pas fait cela dans l'intention de se donner la mort. Il s'est fait une petite entaille sur le côté, juste pour être envoyé aux urgences et avoir plus de chances de s'échapper. Cependant, les ambulanciers ont été vigilants et il n'a pas pu réaliser ce qu'il avait prévu. Mais encore, avec ce geste, il a laissé dans la salle d'interrogatoire ce dont la police avait tant besoin, son propre ADN. Pendant qu'il attendait, en détention provisoire, l'audience préliminaire concernant la possession illégale d'armes et le flagrant délit d'effraction dans cette maison. Le résultat de l'examen est tombé et il s'est révélé compatible avec le sperme retrouvé sur Suzanne. Autrement dit, Thomas était en fait l'assassin de la famille McIvor. Mais lors d'un nouvel interrogatoire, même confronté à cette information, il a dit ne rien savoir. On lui a même montré des scènes du crime, des photos des victimes. Mais il a eu le culot de dire la phrase suivante en voyant la photo de Suzanne. « Elle me semble familière ». Ainsi, en novembre 1996, il a été officiellement inculpé pour le triple homicide de la famille McIvor. Le procès a commencé en octobre 1998, 7 ans après le crime, et il a de nouveau plaidé non coupable, et personnellement. Il y a eu plusieurs tentatives de la défense pour essayer de prouver son innocence, mais cela consistait uniquement à réfuter les preuves du procureur. Ils sont même allés jusqu'à prétendre que le sperme retrouvé sur la scène du crime avait en réalité été placé là par la police. Mais encore, en plus de toutes les preuves déjà existantes, le procureur avait un témoin qui a surpris tout le monde. James Zientek, un ancien compagnon de cellule de Thomas, qui pendant l'année 1997 l'a entendu à plusieurs reprises raconter comment le crime s'était déroulé, et il y avait une bonne raison de croire à ce témoignage. James n'avait aucun lien avec les homicides,
mais ce qu'il avait à dire était son histoire pleine de détails que seul quelqu'un présent sur la scène du crime aurait pu raconter. Il convient également de souligner que l'intérêt de James à donner ce témoignage était d'obtenir des avantages lors de son propre procès, qui n'avait pas encore eu lieu. Selon lui, Thomas voyait Suzanne chaque fois qu'elle se rendait à la station-service où il travaillait. Il a commencé à la draguer, mais ses avances étaient toujours rejetées, ce qui a fait qu'il est devenu de plus en plus intéressé. Une fois, elle aurait été très grossière avec lui, disant que la prochaine fois, elle viendrait avec son mari pour qu'il donne une leçon à Thomas. Après cela, elle a arrêté de fréquenter l'endroit. Thomas, alors, avec le désir d'avoir le corps de Suzanne rien que pour lui. Il a cherché dans le bureau de la station un des chèques qu'elle avait utilisé pour payer le plein de la voiture et il y a trouvé son adresse. Il a donc commencé à aller chez elle pour observer. Une fois, il a vu Michael peindre le mur de la chambre du futur enfant. Une autre fois, il n'est pas resté longtemps, car il a vu qu'il y avait des invités à la maison, mais d'autres fois, il se contentait d'observer les horaires du couple. Le 21, il a pénétré dans la maison en portant des gants pour éviter de laisser des empreintes digitales. Avant d'entrer, il a coupé le fil du téléphone, placé une échelle pour entrer par le balcon supérieur, ouvert la porte et il est entré. En arrivant dans la chambre du couple, il a vu seulement Suzanne dormir. Alors, il a dû d'abord chercher Michael pour s'en débarrasser. Il est descendu et l'a trouvé dans la cuisine, utilisant le réfrigérateur. Thomas a fait du bruit et alors Michael s'est retourné et a commencé à marcher dans la maison. Thomas était caché, tenant une barre de fer qu'il avait trouvée dans la maison. Et dès que Michael s'est passé devant lui, il l'a frappé à la nuque, faisant tomber Michael au sol. Thomas a alors commencé à le battre, tandis que Michael criait, lui demandant d'arrêter tout ça. Suzanne s'est réveillée et, depuis l'étage supérieur, elle a crié désespérément. Thomas, en la voyant réveillée, a lâché Michael et est monté en courant pour aller après elle. Suzanne ne pouvait pas courir très vite parce que, comme vous devez vous en souvenir, elle était enceinte de 8 mois. En entrant dans la chambre, elle a tout juste verrouillé la porte avant que Thomas n'entre. Elle est allée vers le lit et il lui aurait dit de rester calme, parce qu'il était là seulement pour voler. C'est alors qu'elle a dit « Tu n'es pas le garçon de la station-service ». Après avoir été reconnue, il l'a tirée du lit par le drap, l'a battue jusqu'à ce qu'elle ne bouge plus, a pris des ceintures et des cravates du couple et l'a attachée au sol en enveloppant ses bras et ses jambes. Avec une paire de chaussettes et du ruban adhésif, il est descendu pour couvrir les yeux et la bouche de Michael. Il l'a attachée, est allé à la cuisine, a pris un couteau et est monté dans la chambre. Il a abusé de Suzanne et il a fait cela dans cet ordre, sans ôter la vie de Michael. D'abord parce qu'il voulait que, depuis le bas, le mari puisse tout entendre. Après avoir terminé l'abus, il lui a ôté la vie par asphyxie. Ensuite, il a frappé tout le corps avec le couteau. Selon Thomas, il n'a pas touché le ventre par pitié pour le bébé, mais il a vu le garçon bouger dans le ventre d'une manière qu'il a décrite comme désespérée. Selon les examens de la nécropsie et de l'expertise, le ventre n'avait effectivement aucune blessure. Cependant, on estime que Kyle est resté en vie pendant environ 30 minutes après le décès de sa mère. Avant de descendre, il a vu qu'il y avait un carnet d'adresses dans la chambre du couple. Il a donc arraché quelques pages au hasard, juste pour tromper la police. Ensuite, au d'être descendu, il a poignardé Michael, il a sauté avec un pied sur son cou et il est parti en emportant le couteau, mais en oubliant la barre de fer. Dans les jours suivants, il s'est débarrassé de ses vêtements et du couteau, en jetant tout dans une benne à ordures. Et tout ça simplement parce qu'il voulait Suzanne. Alors, ce témoignage de James, plein de détails, venant d'une personne complètement extérieure à la scène, sans aucun lien avec l'affaire, était trop crédible pour être ignoré. Ainsi, après 5 mois de procès, le 18 mars 1999, Thomas Overton, à l'âge de 43 ans, a été reconnu coupable des meurtres de la famille McIvor. Du fait qu'à cette époque, la Floride ne considérait pas l'interruption d'une grossesse à la suite d'un homicide contre la mère comme un crime de même gravité. Les peines ont été distribuées de la manière suivante. Pour le crime contre Michael, peine de mort. Pour le crime contre Suzanne, peine de mort. Pour le crime contre Kyle, 15 ans de prison.
En entendant la sentence, Thomas s'est simplement retourné vers toutes les personnes présentes dans la salle d'audience et a souri, baissant légèrement la tête, comme s'il remerciait tout le monde d'avoir assisté à la fin de son spectacle. Pendant des années, il a tenté de faire appel de la décision, demandant un nouveau procès pour révision de la peine, mais toutes ces demandes ont été rejetées. Aujourd'hui, il a 70 ans et cela fait plus de 25 ans qu'il est dans le couloir de la mort. La date de son exécution peut être fixée à tout moment. Des cas comme celui-ci servent de rappel sombre que le mal est tant partout. Il peut se cacher derrière un visage ordinaire, croiser notre chemin dans la rue de temps en temps ou, dans le pire des cas, tous les jours. Malgré les longues années nécessaires pour que Thomas soit capturé et reçoive la peine qu'il méritait, l'histoire de la famille McIvor reste une blessure ouverte dans la mémoire de tous les proches et amis. Une blessure qui fait mal non seulement à cause de ce qui leur est arrivé, mais surtout à cause de ce que cette famille parfaitement heureuse aurait pu être, si ce n'était pas pour la cruauté de Thomas. Que Suzanne, Michel et le bébé, Kyle, qui n'a jamais eu la chance de naître, reposent en paix.